Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par Isata, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux où à chaque épisode, un créateur de contenu nous transporte dans ses coulisses pour nous dévoiler tous ses secrets en lien avec la création de contenu de manière stratégique et récurrente. Mon nom est Francis Jeté, j'anime le podcast et je te souhaite bon show! Donc aujourd'hui, avec Patricia Filiatro, on va parler de création de contenu, mais d'une manière comme holistique, multiplateforme. Parce que Patricia, toi, tu es une experte en positionnement sur le web, avec les sites web WordPress, avec le SEO. Mais malgré ça, tu es une fille qui crée quand même du contenu sur plein de plateformes. Tu es active sur Instagram, tu as des Facebook Live, tu es active aussi sur LinkedIn, on and off. Mais tu es très active sur plein de plateformes. Tu es dans des groupes Facebook aussi, tu as un podcast avec d'autres entrepreneurs avec qui tu t'impliques. Donc, tu es vraiment très, très, très présente, toi, sur le web, sur plein de plateformes. Et ça, c'est malgré le fait que tu es une experte en SEO. Fait qu'on va parler de cette notion-là aujourd'hui dans l'épisode ensemble pour parler de cette importance-là. Mais d'abord, peut-être, Patricia, si tu as le goût de nous expliquer un peu ton cheminement là, pour te rendre là où est-ce que tu es aujourd'hui avec ton agence qui est experte en positionnement web SEO. Oui. Ben j'ai commencé, ça fait, c'est ça quand je calcule, ça fait 15 ans que j'ai fini l'université, en fait, que j'ai fini mon bac et j'ai fait un bac en relations publiques, donc je me dirigeais pas vraiment vers le web, c'était vraiment plus les médias traditionnels. Puis rapidement, j'ai compris que ça m'intéressait pas, vraiment pas, que ça serait pas ça mon chemin. Donc j'ai bifurqué vers le web, notamment parce que j'ai créé le site de mon père il y a quelques années et je suis vraiment tombée en amour avec la création de sites web avec WordPress, là, qui est la plateforme que je maîtrise, que je préfère. Et avec les années, à un moment donné, j'avais un emploi, mais j'avais des possibilités de faire des contrats à gauche, à droite. Fait que je faisais les deux et je faisais aussi une maîtrise. J'avais pas d'enfant dans ce temps-là, fait que j'étais comme j'avais bien du temps. Et ça a comme pris de plus en plus d'espace, les contrats. Donc, j'ai arrêté mon emploi, j'ai fini ma maîtrise, puis là, contrat, fini que faut même que j'engage du monde pour m'aider. Donc, deviens une agence. Et ça, c'est depuis 2015, en fait. Donc voilà, je suis entrepreneur numérique. Et comme tu le dis, ben, je me spécialise en SEO. Mais les réseaux sociaux, évidemment, je vois ça vraiment comme il y a ces deux objectifs complètement différents. Les réseaux sociaux, c'est vraiment en tout cas pour moi, c'est pour me faire découvrir ma personnalité, faire découvrir qui je suis, parce que je parle aussi beaucoup de ma vie personnelle. Ouais. Ben beaucoup, on s'entend là, tu sais. Ce que je peux dire, là, ce que mon mari me permet de dire, tu sais. Parce que veut pas, en ayant des enfants, il y a cet enjeu-là aussi que il faut faire attention à ce qu'on montre parce qu'on est deux dans un couple. Hein? Et tout ce qui est la visibilité, pour moi, sur Google, sur le web, c'est complètement différent. C'est pour aller chercher des gens qui ont une problématique, qui ont un problème, ils cherchent la solution, puis ils la connaissent pas, la solution, donc ils vont exposer leurs problèmes sur Google, donc comment faire pour enlever la moisissure dans ma douche, pourquoi tel truc, et pour finalement aboutir à la solution qui est moi, qui est toi, qui est une autre agence, qui est un plombier, etc. Alors que sur les réseaux sociaux, comment moi je l'utilise, c'est complètement différent. C'est pour que les gens comprennent ma spécialité, comprennent aussi mon énergie, quel genre de personne je suis, parce que s'ils ont envie de travailler avec moi, ben ils ont comme un peu l'impression de me connaître, puis de savoir un peu vers comment je fonctionne, comment comment j'interagis, ma personnalité, tout ça. Fait que c'est plus pour ça. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ça rentre pas en compétition. Ceci dit, les réseaux sociaux, si je pouvais m'en passer. En fait, je pourrais m'en passer. Fait que si j'avais pas à le faire, je le ferais pas. J'adore ça. Je prends vraiment du plaisir. Mais c'est la couche de plus qui, des fois, me fait flirter avec le burn-out, là. Tu sais, je suis comme, c'est beaucoup. Donc c'est ça. Ouais. C'est tellement intéressant, tellement de points là-dedans sur lesquels je veux revenir. Premièrement, je trouve ça vraiment intéressant. Toi, sur ton positionnement,
Fait que là, t'as une agence, t'as une équipe, mais vu que t'es à la tête de l'équipe, tu prends la peine quand même de te mettre de l'avant. Fait qu'il y a beaucoup d'agences ou d'équipes que le positionnement passe plus par la marque. Mais je trouve ça vraiment intéressant que toi, tu as décidé d'être un peu plus, de vraiment owner le fait que tu es la tête de l'entreprise. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas faire ça, mais ça c'est toi. Est-ce que c'est une décision stratégique ou c'était plus naturel pour toi, authentique, que ça se fasse comme ça? Ouais, c'est vraiment pas une décision stratégique. En fait, c'est naturel. Ça s'est fait aussi beaucoup. Tu sais, mon agence. Au début, tu sais, j'étais toute seule, tranquillement pas vite, des gens qui se greffent, éventuellement des employés, des collaborateurs très, très proches qui sont peut-être pas nécessairement des employés, mais avec qui, tu sais, je travaille presque tous les jours. Mais c'est quand même PF Communication, c'est patriciafiliatro.com. Ça aussi, c'est une autre affaire que quand j'ai acheté mon nom de domaine, j'étais toute seule puis je pensais pas devenir une agence. J'aurais peut-être acheté PF Communication, qui est pas dispo en plus, fait que je l'ai pas. Ça, c'est un autre truc que je donne au monde. Achetez tous les noms de domaine possibles parce que en lien avec votre entreprise, vous allez peut-être le regretter plus tard. Mais sur les réseaux sociaux, c'était plus pour vendre mes formations à la base. Donc, veux pas mes formations. Si t'achètes mes formations, c'est moi pendant 15 heures. Tu sais, ma formation WordPress, elle dure 15 heures. Par petits fragments, là, évidemment. C'est parce que tu vas m'écouter, tu vas m'entendre, puis tu vas me voir la face. T'sais, fait que si tu m'aimes pas, comment je passe, ça te gosse, là, c'est pas avec mon monde, c'est pas avec mon équipe, là, c'est moi. Fait que ça, fallait que je le mette de l'avant. Puis c'était une stratégie évidente. Puis quand j'ai commencé vraiment plus sérieusement sur les réseaux sociaux, ça fait à peu près 2 ans et demi que là, tu sais, je suis vraiment plus active. Ça a vraiment été avec la pandémie, là. J'ai opté pour la publicité Facebook, mais je savais que ça allait pas durer. Il fallait que je fasse du organique aussi. Ça pouvait pas être juste mettre du cash puis pas créer de contenu autour. Donc c'était moi, fait que ça continue avec moi. Mais j'essaie beaucoup de mettre les membres de mon équipe de l'avant. Et je suis hyper transparente par rapport à qui crée le contenu, qui fait les projets. Parce qu'on s'entend que maintenant, je suis rendue plus une gestionnaire d'entreprise que je suis beaucoup moins dans les opérations. Tu sais, je suis beaucoup moins dans les projets. Je suis plus dans la gestion, dans le rayonnement, justement, la prospection et tout. Tu sais. Ouais. Super, c'est vraiment intéressant. Puis dans le fond, là, tu le mentionnais un peu, tu sais, en termes de création de contenu, donc tu as encore les mains dedans, tu t'impliques encore dans la création de contenu, mais tu as la chance d'avoir de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas dans ta situation. Il y a plusieurs entrepreneurs, mais il y a aussi des entrepreneurs qui ont des équipes marketing puis qui n'osent pas se mettre de l'avant. Puis, donc là, toi, tu as décidé de dire comme, hey, je vais avoir non seulement on va créer du contenu pour moi, mais je vais avoir quelqu'un qui va m'aider à moi créer du contenu. Fait que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que ça, c'est quelque chose qui pensent que faut qu'ils fassent tout eux autres mêmes. Hein, si c'est du contenu sur leur compte, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, quoi que ce soit, qui sont obligés de le faire parce que c'est sur leur compte. Mais toi, tu as trouvé une manière de collaborer avec Karine, qui est ta machine à idées, qui t'aide à créer du contenu puis à développer du contenu pour ton compte à toi perso. Tu peux-tu me parler un peu de cette collaboration-là, puis comment ça fonctionne au quotidien, cette création de contenu-là pour un profil personnel d'entrepreneur? Ouais, au quotidien, c'est Voxer, là, la solution. On se fait des Vox pas mal à plusieurs reprises dans la journée où on va vraiment se lancer des idées. Puis tu l'as dit, machine à idées, ça c'est Karine. Karine, ça arrête pas 2 secondes, là. Même des fois, il faut que je lui dise, là. C'est comme, Karine, ça va. Il y a juste 24 heures dans une journée. On se calme. Puis, tu sais, elle dit, je pourrais être à temps plein juste avec toi, avec moi, parce que tellement qu'elle a d'idées, puis que tu sais, avec les années aussi, j'ai développé beaucoup de contenu, des articles de blog qu'on va venir fragmenter pour des posts de réseaux sociaux, tous mes Facebook Live. Tu sais, je suis rendue à peu près en 2 ans et demi à une 50aine de Facebook Live, donc avec des invités, mais il y en a d'autres que j'ai fait seule. Donc, elle est vraiment un peu ma gardienne de justement tout le contenu que je vais créer au quotidien. Je lui donne, puis elle va l'éclater sur les différentes plateformes. Elle va aussi également produire du contenu original qu'elle produit elle-même. Elle écrit des articles de blog pour moi. Elle écrit avec moi pour l'infolettre. Donc, j'ai mon Voxer. Je lui dis, bon, cette semaine, mon invité, parce que moi,
mon infolette hebdomadaire, c'est toujours autour de mon Facebook Live qui a lieu le vendredi. Mm-hmm. Donc, je lui ai dit oralement dans Voxer, c'est qui mon invité? Ben, c'est d'avance, là, mais tu sais, je lui explique c'est quoi, de quoi on va parler. Puis on essaie toujours de trouver un angle qui va résonner avec mon audience qui est site web et SEO, même si je parle des réseaux sociaux, même si dans un Facebook Live, même si on parle de d'autres affaires, même d'automatisation de processus, des fois, ben on essaie toujours de faire un lien avec le site, la création de site web. Donc, elle, c'est vraiment c'est qu'en fait, je le ferais pas si elle était pas là, parce que j'aurais pas le temps. Fait que, t'aurais trop de hurdles dans les étapes du processus de création de contenu. Fait que là, toi, t'as l'idée, vous communiquez ensemble pour décider comme la direction, les plateformes où est-ce que ça va être posté, un peu le format de contenu. Puis après ça, elle est un peu plus en mode exécution, donc à partir de tes idées, puis comme elle bonifie ton idée. Puis, Oui, mais elle amène également énormément d'idées, là. C'est plus ses idées à elle. Okay. Mais elle va venir creuser parce qu'elle, avant, elle connaissait pas le SEO il y a un an et demi, quand on a commencé à travailler ensemble. Elle a appris, tu sais, veux pas, quand tu fais du contenu pour un entrepreneur, il faut que tu apprennes sa sphère d'activité, son expertise. Fait que là, elle développe vraiment des réflexes, elle s'abonne à plein d'infolettes de compétiteurs, beaucoup des compétiteurs américains, puis moi, même compétiteur, c'est même pas un mot que j'utilise, là. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, parce que pour moi, ça existe pas, là. Tu comprends ce que je veux dire, là? Chacun a sa place, puis, mais tu sais, c'est drôle que tu dises ça, parce que souvent, en formation, moi aussi, j'essaie d'exprimer ça, de dire comme, aller regarder des compétiteurs, mais là, souvent, les gens, ils se limitent aux compétiteurs directs, au Québec, locaux, quoi que ce soit. Mais j'ai pas trouvé un mot encore pour dire comme, souvent, je dis comme d'autres entreprises dans ton domaine qui t'inspirent. Je dois trouver ce terme-là, moi aussi, comme versus compétiteur, parce que souvent, on dit ça, un compétiteur, mais pour moi, il y a comme tellement d'autres entreprises inspirantes dans ton domaine. C'est vraiment un bon endroit où aller garder un œil pour aller s'inspirer. Tu sais, même s'ils sont pas exactement même s'ils visent pas exactement la même clientèle cible, des fois, juste la manière qu'ils vont créer du contenu ou les formats qu'ils vont utiliser ou quoi que ce soit, ça peut être un excellent endroit pour aller s'inspirer. Oui, ben totalement. Puis elle fait ça, cette veille-là, que j'ai moins le temps de faire. Donc, Karine, c'est vraiment... puis on s'est connus au sein de Maman en Affaires, justement, mon autre entreprise, mais à ce moment-là, c'était pas mon entreprise. J'étais là un peu comme une membre / formatrice à l'interne. Et elle commentait des posts. J'aimais tellement comment qu'elle... Tu sais, elle a fait tout, puis là, je vais la faire rougir, ça m'écoute, mais tout ce qu'elle fait, c'est à 100%. Il n'y a rien qu'elle fait à moitié. Même commenter un post ou donner un conseil à quelqu'un là, qui pose une question dans un groupe, là, la réponse est longue de même. Là, ceux qui l'écoutent, juste le son est long, OK? Puis c'est des point form avec « OK, fais ça. » Tu sais, ça y a pris une demi-heure là, de son temps pour... Elle fait pas les choses à moitié. Qu'est-ce que je la voyais aller, puis j'étais comme « cette fille-là, même si elle connaît pas le SEO, c'est sûr que dans 6 mois, là, elle rock, là. » Elle rock déjà. C'est sûr que... je me suis vraiment pas trompée. Parce que... Puis, tu sais, j'en parle, là, de Karine, mais venez pas me la voler, là. Venez pas me voler ma Karine. En fait, tu dis ça, puis là, c'est vraiment... je pense que c'est un élément clé pour qu'une collaboration comme ça fonctionne, hein, qu'il y ait ce fit-là, cette chimie-là entre deux personnes pour que ça fonctionne bien en termes de création de contenu. Qu'une idée bonifie une autre, parce que des fois tu vas collaborer avec quelqu'un, tu vas donner une idée, puis là la personne elle va juste comme shut down l'idée ou elle va dire ça c'est trop compliqué aussi. D'être en mesure d'aller chercher quelqu'un qui va venir sparker les idées ou venir te les bonifier, ça c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur et qui est difficile à trouver quand même. Totalement. Tu sais, de pas avoir d'orgueil, justement, de part et d'autre. Au début, c'est un peu difficile de dire à quelqu'un, j'aime moins ton idée. Mais tranquillement, pas vite, tu développes une manière de le dire. Tu comprends la personnalité de l'autre personne. Tu le sais que, tu sais, tes cordes plus sensibles. Tu sais qu'est-ce que... Et tu sais, moi, même la majorité de mes collaborateurs, c'est devenu des amis. Je dis pas que je vais souper avec eux à chaque semaine, mais je veux dire, je m'intéresse à leur vie personnelle. On se pose des questions quand il y en a une qui est malade. On reprend le relais, tu sais, avec ma coordonnatrice Marie-Michel qui fait l'école à la maison à ses enfants. Tu sais, veux pas, ça devient une famille, ça devient des amis. Puis
on se comprend, puis on est capable, tu sais, Marie-Michel, elle a créé aussi du contenu dans Maman en affaires, parce que bref, mes entreprises sont comme toutes interreliées, là. Mm-hmm. Et elle va écrire des infolettes pour Maman en affaires, des fois que c'est moi qui signe, des fois c'est Caroline qui signe dans Maman en affaires, des fois c'est Marie-Ève. Donc, la collaboration, puis c'est ça, le fait qu'il faut pas avoir d'orgueil, pour brainstormer, il faut pas avoir d'orgueil non plus, tu sais. Pour être capable d'amener... avoir les bons paramètres en place pour être en mesure de bien brainstormer, pour que le brainstorm soit profitable puis efficace. Tout à fait, ouais. Puis, selon toi, c'est quoi les éléments clés, justement, dans une collaboration comme ça, où t'as un créateur de contenu qui crée du contenu en mode ghostwriter ou ghost creator, là? C'est quoi les paramètres, tu penses, pour que ce soit gagnant puis que l'entrepreneur qui va réutiliser ce contenu-là comme que ça lui ressemble dans le fond, tu sais, qu'est-ce que ça prend comme ingrédient? Je pense que la clé, là, à la base, c'est justement de pas être trop impatient. Faut pas être trop pressé. Parce qu'au début, il y a vraiment un travail à faire pour que le créateur comprenne la manière de s'exprimer, la matière aussi, tu sais, je parlais du SEO déjà, mais... aller chercher l'expertise. Exact, mais aussi la personnalité, la manière de s'exprimer. Fait que tu sais, veux pas, moi, souvent, tu sais, au début, c'est drôle parce qu'au début, elle pensait que j'avais même pas d'enfants, parce que dans Maman en affaires, je parlais pas vraiment de mes enfants. Elle était sûre que j'avais pas d'enfants, mais tu sais, j'étais comme, OK, si t'écris du contenu pour moi, faut que tu le saches, parce que mes enfants sont vraiment au cœur de ma vie. Ça a donné que dans Maman en affaires, tu vas me dire, c'est un petit peu bizarre mon affaire, mais j'en parlais pas, ça donnait pas. Et donc, faut que la personne apprenne à te connaître quand elle écrit pour un individu, parce que, donc c'est pas du jour au lendemain, tu sais, au début, les contenus sont pas excellents, là, ils sont bons, mais ils sont pas excellents. Ils le deviennent avec le temps. Et donc, faut être patient. Faut laisser le temps à la relation de se développer pour que le contenu soit vraiment à son apogée. Au début, c'est plus difficile, la manière de s'exprimer. Elle a beau avoir écouté mes lives, elle a beau on jase, mais elle veut pas quand si elle écrit pour moi. Au début, je refaisais beaucoup de phrases. Je disais non, ça, je dis pas ça comme ça. Mais avec le temps, je change à peine une virgule là, dans ce qu'elle écrit là, souvent. Là. Donc, mais ça a pris quelques mois, puis là, ça fait 1 an et demi, puis je te dirais que ça fait un bon 1 an que ça va super bien. Et les premiers 6 mois, c'est ça, c'est de l'adaptation. Et aussi, j'ai la chance d'avoir une fille qui a énormément d'idées, mais ça vient aussi avec le fait que, puis si on l'a appris dans notre relation, je lui ai dit, regarde, Karine, quand t'as des idées, parfait, note-les quelque part. Envoie-les pas toutes vers moi parce que je suis pas capable de toujours toutes les absorber. Donc, il y a ça. C'est vraiment Donc, mettre des boundaries claires, là, dans le fond, là. Ouais. Mais tu sais, c'est 2 êtres humains qui travaillent ensemble, 3 êtres humains. Au final, ça revient à ça. Là, ça revient aux êtres humains qui ont à collaborer. Si tu prends le temps d'écouter le podcast, c'est la preuve que tu aimes ça apprendre et que tu peux améliorer ta création de contenu et tes résultats. Mais si je te disais que tu peux aller encore plus en profondeur sur l'optimisation de ton contenu sur certaines plateformes, serais-tu curieux de savoir comment? C'est simple, tu as juste à te rendre sur le site d'Izarta pour consulter les sujets de formation que je donne en lien avec les médias sociaux. TikTok, la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu aimerais ça en apprendre davantage, j'ai sûrement une formation sur le sujet. Tu aimerais développer ton propre podcast, j'ai aussi une formation là-dessus. Puis ça, c'est juste mes formations à moi. Il y a une foule d'autres formations données par des experts d'autres domaines, que ce soit en lien avec le marketing numérique ou plein d'autres sujets fascinants qui vont t'aider à propulser ta carrière. Visite formation.izarta.com pour consulter le calendrier des formations et t'assurer de réserver ta place. Merci à Izarta de commanditer le podcast Le Social Show. Je sais pas si c'est comme moi, mais perso, ce qui m'allume le plus en marketing numérique, c'est vraiment l'aspect stratégique et créatif, pas l'aspect technique. C'est vraiment ça qui m'a allumé la première fois que j'ai entendu parler du CMS québécois RubberDuck. Fini les mises à jour et les bugs de plugins. Fini de chercher des développeurs web pour mettre à jour ton site chaque fois que tu veux faire des modifs. Fini de te perdre dans le code pour intégrer tes pixels et tes outils de tracking statistiques. Si tu travailles avec des entreprises de services ou des clients qui ont besoin d'un site vitrine qui se montre comme un jeu d'enfant, RubberDuck, c'est la solution parfaite pour toi. Tu as besoin de créer un site bilingue? Pas de problème, tu peux facilement modifier les pages franco et anglo en même temps. En plus de ça, c'est eux qui s'occupent du support si tes clients ont des bugs techniques.
qu'est-ce que tu veux de plus? Un chèque? Ben imagine-toi donc que Rubberduck offre en plus des ristournes aux professionnels du marketing et aux agences qui développent des sites web pour leurs clients. Visite rubberduck.io/essai pour tester la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Un gros merci à l'équipe de Rubberduck de commanditer le podcast. De retour avec notre invité. Excellent. Fait que patience, puis avoir des boundaries clairs, puis évidemment des processus de communication aussi qui sont clairs, qui sont définis, justement. Ça ressemble à quoi, mettons, une semaine en termes de création de contenu que vous faites ensemble, puis comme fait une semaine complète, là, tu sais, t'as un Facebook Live, t'as une infolette, t'as une couple de publications sur Instagram. Fait que ça ressemble à quoi tout ça là, en termes de temps puis de routine d'une semaine? Ben, je te dirais, tu sais, mettons, en termes de temps, moi, honnêtement, je sais pas le temps que ça me prend. Karine, je le sais parce qu'elle me fait des factures, là. Fait que, tu sais, je sais que c'est à peu près 15-20 heures qu'elle va faire par semaine pour moi. Et ce qui va baliser, c'est vraiment, comme je te disais, mon Facebook Live à chaque semaine. Mon infolette va découler de ça. Souvent, 1 à 2 fois par mois, en fait, il y a aussi un article de blog que j'essaie de faire fitter avec le sujet du Facebook Live. Des fois, c'est pas toujours possible, mais des fois, oui. Et parallèlement à ça, ben c'est ça, il y a des stories que j'en fais beaucoup par moi-même. Il y en a qu'on prévoit d'avance, justement, tu sais, les stories pour promouvoir le live, c'est Karine qui va les faire. Des stories, des fois, elle va me dire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais faire ma petite to-do list. J'ai fait un petit voxer, je dis, OK, j'ai un rendez-vous avec telle personne. Elle va mettre ma petite liste d'épicerie de la journée de ce que je fais. Fait que ça va nous permettre de taguer les gens avec qui je collabore, qui eux vont peut-être dire probablement qu'aujourd'hui, j'aurais pu mettre, j'étais en podcast avec Francis. Et des posts sur Instagram, on en fait à peu près 3 par semaine. On les met également sur Facebook et on met le Facebook Live sur LinkedIn. Ça ressemble pas mal à ça, la promotion là, du Facebook Live, on le met sur LinkedIn. Parce que j'ai quand même aussi pas mal de mes invités qui sont actifs sur LinkedIn. Parce que moi, je le suis pas. Moi, je le suis un peu, tu sais, en push, là. Je sais que c'est pas la bonne. Un peu on and off, là. LinkedIn, t'as fait une couple de challenges dans le passé. J'en ai fait un au mois de mars dernier. Sinon, à un certain moment, je diffusais aussi mes lives sur LinkedIn, mais ça a vraiment pas, ça marche pas. Les lives sur LinkedIn, c'est vraiment on and off, là. Non, j'ai décidé que les lives, c'était sur Facebook, puis c'est tout. Parce que je les broadcastais aussi en live sur YouTube. Mais là, ça faisait que j'avais comme 3... Ça ralentissait au bout de mes affaires. Ça devenait vraiment juste comme techniquement tough à gérer. Donc, non, un Facebook Live, c'est sur Facebook. Puis j'ai fait une couple de lives sur Instagram. Mais même ma plateforme où je me sens le mieux, c'est sur Instagram que je me sens le plus à l'aise. Que là, dans les stories, c'est là que tu es un peu plus en mode comme tu partages un peu le behind the scenes de ta vie. Donc, entre autres, tu donnes des cours à l'UQAM. Puis, fait que là, tu parles un peu de cet aspect-là aussi. Fait que dans le fond, toi, tes piliers de contenu, tu as beaucoup des formats de contenu qui sont un peu des piliers récurrents dans ta stratégie. Puis après ça, t'as une portion où est-ce que tu parles un peu plus de toi comme entrepreneur, ta vie privée un peu aussi, puis la notion de maman en affaires, là, dans le fond, t'inclus un peu là-dedans. Fait que ça, c'est à peu près tes 3 thématiques avec en plus de ton expertise du SEO là, que t'inclus dans ta stratégie. Là. Puis ça, tu vois, maman en affaires, c'est vraiment un bon point, parce que c'est ça, tu sais, j'ai PF Communication où je suis la seule à posséder l'entreprise, si on veut. Et dans Maman en affaires, j'ai acheté des parts il y a 1 an, qui est un programme où on forme des mamans à se lancer en affaires. Et au départ, j'en parlais beaucoup sur Instagram et j'ai arrêté parce que j'ai vu que les gens me suivaient pas pour ça. Puis ça, c'est beaucoup Karine aussi. Ça prend un regard externe. Karine a dit, c'est le fun, là, t'es contente là, d'être dans Maman en affaires, mais les gens qui te suivent, ils s'en foutent un peu. Tu sais, quand j'ai acheté, mettons la journée où j'ai acheté des parts puis que j'avais le chèque puis que j'ai donné mon chèque à Caroline, j'ai dit voici. Tu sais, c'est sûr, je l'ai mis sur Instagram, j'étais dans mon auto avec le chèque dans mes mains, je sortais de Desjardins, puis j'étais comme oh my god, je viens d'acheter une entreprise, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr, j'en ai parlé sur Instagram, mais je vais pas autant parler, tu sais, des fois Marie-Ève qui est une associée qui est Maman Caféine, qui est une créatrice de contenu assez connue, une influenceuse. Tu sais, des fois, je la tag dans mes affaires. Des fois, on a fait des niaiseries ensemble.
sais, je suis chez elle, on travaille, je suis en train de faire une story, puis elle dit une grosse niaiserie en arrière, puis là, je l'ai laissée parce que c'est elle, puis qui est drôle, puis qui est... Elle déconne, fait que là, je vais l'attaquer. Mais j'essaie de pas trop mélanger les deux parce que ça crée une confusion, puis ça, je pense que je l'aurais peut-être pas vu, tu sais, si Karine me l'avait pas dit. J'aurais pas vu que les gens font comme « Hein? T'es plus dans PF Communication? C'est quoi qui se passe? T'as changé d'entreprise? Non, j'en ai 2. OK. En plus, t'enseignes à l'UQAM, là, ça commence à faire beaucoup d'affaires, là. Puis là, tu me montres des photos de tes enfants. Ouf, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a trop d'affaires. Fait que c'est ça, je fais attention, là, par rapport à ça. C'est tellement quelque chose d'important. Fait que oui, c'est de trouver ce juste équilibre-là entre montrer les différentes implications dans notre vie, puis nos passions, nos intérêts pour donner un aperçu du behind the scenes quand on est un entrepreneur ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant de se mettre des limites, puis que ce soit bien cadré, puis quand même bien réfléchi pour penser à l'audience de l'autre côté. Oui, totalement. Fait que ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à faire ça, fait qu'ils essayent d'avoir un regard externe par rapport à comme c'est qui me suit, puis ils me suivent pourquoi, en fait. C'est ça, pourquoi ils sont là, puis essayent de voir un peu en termes d'engagement, dans le fond, comment les gens répondent à tel genre de contenu versus tel genre de contenu. Là. Fait que effectivement, les parents entrepreneurs, des fois, ils intègrent un peu leurs enfants dans leur behind the scenes ou quoi que ce soit. Mais si ça vient à prendre trop de place, ben là, peut-être tu es en train de perdre un peu ta crowd ou quoi que ce soit. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant que tu mets de l'avant. Ouais, puis tu sais, même quand je mets, mettons, mes enfants de l'avant, il y a tout le temps un lien avec, tu sais, mettons, si ma fille est malade, ben c'est parce que je peux pas travailler aujourd'hui. Fait il y en aura pas de contenu aujourd'hui où il y a, tu sais, fait que c'est un lien où, tu sais, cette semaine, j'ai mis des photos, j'ai fait une super belle séance photo avec une membre de Maman en affaires qui est photographe. J'ai fait une séance photo de mes enfants, puis je les ai mis, puis je les tagués parce que c'est aussi une créatrice de contenu que je veux mettre de l'avant puis que j'aime. Fait que j'aurais pas juste mis ces photos-là sans dire que c'est Evelyne, une photographe qui est aussi membre de Maman en affaires, tu sais. Donc, puis là, je reviens à Maman en affaires, comme je dis, j'essaie de pas trop le mettre de l'avant, mais quand même, ça des fait photographes, totalement, tu sais, je fais du web, fait que des photographes, j'en engage très, très souvent pour moi, pour mes clients, des séances, tu sais, fait que donc, c'est une fille qui a fait des photos. Bientôt, je lance un autre petit projet avec un de mes collaborateurs, Philippe Bussière. Puis, on n'avait pas de photos, les deux ensemble. On fait des projets depuis 5 ans, puis on n'avait pas de photos dans un shooting. Fait que c'est cette photographe-là qui nous a pris en photo. Fait que, tu sais, elle fait partie aussi de mon univers. Donc, ça fitait. Tu sais, là, elle a pris en photo mes enfants, mais ça fitait quand même, tu sais. Mais même, tu sais, des fois, je vais aller aux pommes, je vais les mettre aussi. Bon, ça n'a pas nécessairement rapport, mais ça fait partie de ma vie. Mais j'essaye qu'il y ait quand même un lien pour pas que les gens se demandent, tu sais, parce que je suis pas maman caféine, justement, je suis pas... Ouais, c'est ça. C'est pas ça mon brand, en fait. Non, ton brand n'est pas axé là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Fait que à chaque fois, avant de publier quelque chose, poser la question, comme justement, ça va-tu intéresser mon audience ou sinon, c'est quoi l'angle que je peux prendre pour rajouter un peu de contexte pour que mon audience, ça comprenne un peu comme c'est quoi. Puis après ça, là, j'imagine qu'avec le temps, par contre, ton implication dans Maman Caféine, avec le Maman podcast, en affaires, avec Maman en affaires, excuse. Avec le podcast puis avec le groupe Facebook et tout le kit, j'imagine que tranquillement pas vite, ça a fait que ton compte personnel, tu as dû avoir un peu la pollinaison croisée des audiences, puis là, t'en as un peu plus maintenant. Oui, puis c'est ça, des mamans en affaires qui me suivent. C'est sûr qu'il y en avait avant déjà des mamans en affaires, mais là, c'est des membres de Maman en affaires ou des filles qui suivent Marie-Ève, qui suivent Caroline. Là, je nomme Marie-Ève Piché et Caroline Villeneuve, qui sont aussi des expertes du marketing numérique. Donc, oui. Et c'est pas parfait, tu sais. Il y a aussi des fois, j'ai juste envie de poster de quoi pour poster de quoi, puis c'est là 24 heures, surtout en story. C'est pas toujours parfait. Il y a des fois, je m'en pose pas de questions, mais j'essaye le plus possible. Puis c'est con aussi, mais la fin de semaine, je me lâche plus lousse. Parce que si tu me suis la fin de semaine, tu te doutes bien que je suis pas devant mon ordinateur ou en train de travailler, quoique oui, des fois, malheureusement. Avec la vie d'entrepreneur, des fois. Exactement. Mais tu sais, c'est ça. Donc, mais c'est pas parfait, là. Il y a pas de ligne, tu sais, c'est pas tranché au couteau, là, tel contenu, non, tel contenu, oui. C'est ça, je pense que le format aussi va jouer beaucoup, tu sais, entre faire un gros reel de tes vacances ou
faire une petite story, tu sais, d'une fin de semaine, tu sais, C'est ça. C'est pas la même durée de vie, c'est pas la même impact, tu sais, fait que Exactement. le format Ouais. va jouer beaucoup aussi pour ça. Mm-hmm. Ouais, fait que vraiment des sujets super intéressants. Fait que là, un de tes gros défis dans ce cas-là, si je comprends bien, tu sais, là, tu as quelqu'un pour t'aider, puis c'est quand même clair pour toi ce que tu fais, mais est-ce qu'un de tes plus gros défis, tu dirais, c'est comme la constance ou comme l'énergie mentale que ça vient te chercher quand même si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui t'aide? C'est quoi ton plus gros défi, en fait? Mais c'est ça mon plus gros défi parce que, en fait, sinon, ça existerait pas. Je veux dire, oui, c'est sûr, c'est moi qui ai fait les lives là, pendant 1 heure, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le prépare, c'est moi qui contacte la personne avec qui je veux interviewer. Mais le fil conducteur derrière, c'est parce que j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un qui c'est comme ma comptable qui est aussi ma mère. Mais tout est dans tout, moi, dans ma vie. Tout est interrelié. Je mélange bien les affaires. Et ben, quand elle me parle, elle me tient la carte de crédit, là, tu sais, elle tient elle fait autant mes impôts perso que mes impôts business. Donc, une chance qu'elle est là pour ça. Ben, Karine est là pour le contenu. J'ai d'autres personnes pour autre chose. Donc, et moi, j'ai toujours eu de la facilité à déléguer. Pour moi, c'est pas du tout un problème. Vraiment pas. Des fois, même peut-être pas assez, parce que des fois, j'ai délégué des choses à des gens peut-être en expliquant trop rapidement, en n'étant pas assez clair, en me disant, elle comprend, c'est correct. Non, pas tout le temps. Tu sais, les gens sont pas dans notre tête. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vraiment pas un problème. Et, je veux pas me vanter, mais quand même, je pense que je réussis à m'entourer de personnes excellentes. Je pense que je réussis à déceler chez les gens. C'est comme, hey, cette personne-là, elle a cette force-là. Avec le temps, je me suis pas trompée souvent, en fait. Donc, ça, je suis bien contente parce que je fais confiance, mais je réussis à bien comme saisir le monde, puis ça fit, puis ça marche la majorité du temps. Ouais. Très cool. Fait que là, on va parler un peu peut-être de SEO parce que tu es quand même une experte SEO. On sait que les plateformes médias sociaux évoluent vraiment beaucoup. Donc, le SEO, c'est un élément clé pour une présence avec un site web. Mais ça devient de plus en plus un élément très important sur les plateformes comme Facebook, Instagram puis TikTok parce que ces plateformes-là deviennent de plus en plus des plateformes de recommandation de contenu. Et donc, l'aspect d'intégrer les bons mots-clés dans notre contenu a un impact sur non seulement la performance dans les engins de recherche, mais également en termes de distribution du contenu. Donc, si j'ai l'habitude de consommer du contenu en lien avec les TikTok ou les médias sociaux ou quoi que ce soit, ben s'il y a du contenu comme ça, l'algorithme va me proposer qui performe bien, ben plus qu'il est optimisé pour le SEO, plus ça a des chances de bien performer. Tu sais. Fait que dans le fond, peux-tu nous parler un peu de le SEO, là? Si je suis une personne que je sais que je dois créer du contenu qui intègre des mots-clés, que ce soit pour mon site web ou pour les médias sociaux, comment je fais concrètement pour dire comme il faut que je développe l'aspect SEO dans mon contenu, par où je pars? Oui. Ben, tu sais, pour commencer, je suis vraiment pas experte du référencement naturel sur les réseaux sociaux. Ça, je me suis pas penchée sur la question, puis j'ai pas l'intention vraiment de le faire. Oui, je reste très, très curieuse, je veux savoir, mais je vais jamais devenir spécialiste. Puis pour les raisons que je t'ai énoncées, j'aime bien les réseaux sociaux, mais je pourrais m'en passer. Et je vois ça vraiment comme 2 stratégies qui ont en fait des stratégies différentes. Mais pour répondre à ta question, pour le référencement naturel, oui, ça passe beaucoup par mots-clés, mais c'est sûr que c'est personnalisé. C'est des plateformes qui sont personnalisées. Comme tu as parlé de l'algorithme, c'est le même principe. Au niveau de la géolocalisation, dans le cas de Google, notamment, si je tape que je veux que je cherche un plombier, ben moi, dans mon cas, ils vont me proposer des plombiers de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils vont pas me proposer des plombiers de Laval. Fait que ça va être avec au quotidien, quand j'active mon GPS sur Google Maps ou quand je cherche ou que j'ai des achats à faire, ils savent où je me situe, ils me géolocalisent, mais c'est personnalisé aussi par rapport au type de contenu que je cherche. C'est le même principe. C'est encore une fois, c'est l'algorithme. Mais pour ce qui est de trouver les bons mots-clés dans notre industrie, ben, il faut faire les mêmes recherches,
mais par rapport à notre industrie à nous. Puis souvent, les gens le font pas. Ils disent, OK, tes compétiteurs, là, tu sais, la personne qui est numéro 1 sur Google, là, elle se positionne sur quel mot-clé? Puis là, silence radio. Ils le savent pas. Fait que tu le sais quand tu tapes café, là, si tu le sais que c'est le Tim Hortons du coin, ben quand tu tapes, je sais pas, là, avocat en droit de la famille, qui sort? Ouais. Faut que tu analyses. C'est cette fameuse première page sur Google qui a à peu près 10 résultats. Tu devrais les connaître par cœur, ces 10 résultats-là, parce que ton objectif, c'est de t'immiscer puis de te rendre jusqu'en haut, en tout cas, à tout le moins dans les 3 premiers résultats. Donc, tape pas des mots-clés en espérant trouver ton site web. Tape les mots-clés sur lesquels tu souhaiterais te positionner, puis regarde c'est qui, puis qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis va voir le site, puis analyse. Il y a combien de mots dans cette page-là? La page, est-ce qu'il y a de la vidéo? Y a-t-il beaucoup de photos? Est-ce qu'il y a c'est quoi les types d'appels à l'action? Analyse le contenu que tu y retrouves, puis toi, ben, tente de faire mieux. Il y a plein d'outils pour, tu peux aller directement dans Google, mais il y a plein d'outils payants aussi pour voir c'est quoi les volumes de chacun des mots-clés. Donc, est-ce que c'est un mot-clé qui est très, très, très recherché? Ben, si c'est un mot-clé très, très recherché, ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétition aussi, mais ça veut dire que tu as peut-être une place à aller chercher toi aussi. Mais il y a toute la notion de mots-clés de longue traîne, qui sont des mots-clés plus nichés, sur lesquels tu as peut-être encore plus intérêt à te positionner, mais ça va dépendre de la sphère d'activité, ça va dépendre de où se situe ton prospect, tu sais, dans la pyramide. Est-ce qu'il est conscient de son problème? Est-ce qu'il est pas conscient de son problème, mais il y a une situation qu'il souhaite régler? Est-ce qu'il est conscient du problème et il est même conscient de la solution et il te cherche activement? Parce que toi, tu as la solution à ce problème-là. Donc, il y a toute une analyse à faire, comme on va faire sur toutes les autres plateformes, finalement. Donc, ouais. Fait que, première étape, c'est vraiment aller rechercher des mots-clés en lien avec notre industrie. Ouais. Toi, dans le fond, est-ce que tu recommandes juste chercher comme le nom de ton produit, le nom de ton service, ou est-ce que tu recommandes aussi de peut-être prendre le temps d'essayer de faire une recherche comme se mettre dans la peau de son client, puis d'aller poser une question à Google aussi? Ben, totalement. Tu sais, si je prends l'exemple, tantôt, j'ai dit avocat en droit de la famille, ben, les gens vont peut-être pas taper ça. Les gens, mets-toi dans la peau de ton prospect, puis comme je l'ai dit, il y a des outils là, qui sont très puissants, qui coûtent de l'argent, qui permettent, tu tapes un mot, puis ça va te sortir tous les mots clés dans le même champ lexical avec le nombre de recherches par mois au Québec, au Canada, en français, en anglais. Mais si tu n'as pas accès à ces outils-là, ben les gens qui arrivent dans ton cabinet, là, t'es avocat, là, ils arrivent dans ton cabinet, là, qu'est-ce qu'ils ont comme problématique? Ils veulent de l'information sur la garde partagée. Ils veulent de l'information sur va-t-il falloir que je paye une pension alimentaire? Est-ce que j'ai droit à un médiateur? Tu sais, il y a, je pense, 5 séances payées par le gouvernement, là, je ne sais trop. Tu sais, donc, qu'est-ce que ces gens-là, c'est quoi la première question qu'ils posent? T'es supposé de le savoir, en tout cas, puis si tu le sais pas, documente-le. Parce que les gens, c'est ça qu'ils vont chercher. Et il y a des outils comme, par exemple, Google Search Console que tu connectes à ton site puis qui va te le dire. C'est quoi les requêtes qui ont fait que les gens sont arrivés sur ton site? C'est quoi les requêtes, les mots-clés sur lesquels tu peux capitaliser déjà? Mais c'est lesquels, toi, sur lesquels tu veux te positionner puis que c'est pas encore le cas. Là, il faut que tu ailles voir tes compétiteurs à ce moment-là. Les 10 premiers dans Google. Ouais, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient... justement, tu sais, qui pensent que tu sais, le SEO, c'est quelque chose, puis les médias sociaux, c'est complètement autre chose. Mais dans le fond, tout ton contenu qu'on est en train de créer sur le SEO va répondre à des questions, justement, que ta clientèle se pose. Fait qu'une des manières d'essayer de ranker, comme tu l'as dit depuis le début de l'épisode, c'est vraiment ça. C'est essayer de trouver des manières de répondre à nos clients. Puis, dans le fond, c'est ça aussi la présence qu'on veut essayer de développer sur les médias sociaux, c'est de démontrer notre expertise, puis répondre aux questions que notre clientèle pourrait se poser. Donc, créer du contenu qui a de la valeur pour eux, non pas juste être en mode auto-promo tout le temps. T'sais. Fait que je pense que cette notion-là, ça devient quelque chose de vraiment intéressant d'avoir une approche combinée où est-ce qu'on n'est pas juste en train de créer du contenu sur les médias sociaux, mais qu'on développe une approche où est-ce qu'on est en train de créer du contenu SEO pour notre site web qui a de la valeur sur le long terme, mais qu'on est capable aussi de repackager puis de réutiliser pour développer une présence efficace sur les médias sociaux. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que les gens, souvent on voit ça comme deux affaires différentes, comme à la place de voir une complémentarité. Fait que le temps qu'on investit, l'argent qu'on investit sur le site web, pour du SEO, tout ça, on est capable de le récupérer après ça en transformant notre contenu, que ce soit en carrousel, que ce soit dans un reel où on aborde exactement le même sujet, mais en format
de contenu vidéo, même affaire sur TikTok. Tu sais, souvent, les sujets qui vont bien fonctionner en SEO vont bien performer aussi sur tes médias sociaux. C'est juste que faut que tu adaptes un peu ton contenu. Oui, absolument. Et la différence, par contre, que je vois qui est la plus importante, en fait, pour moi, le SEO, c'est beaucoup, les gens vont arriver, ils ne te connaissent pas. Ils ont cherché quelque chose. Alors que sur les réseaux sociaux, oui, on cherche aussi, mais on va se faire aussi beaucoup proposer du contenu, surtout sur TikTok, sur Instagram aussi, mais TikTok, tu sais, je pense, avec l'algorithme, là, c'est débile, là. Je suis vraiment pas l'experte, là, c'est toi qui saurais mieux le dire, mais c'est les gens te connaissent pas quand ils arrivent sur ton site, sur Google. Oui, des fois, ils te connaissent déjà, ils sont déjà, mais prenons le cas typique où la personne a un problème, cherche une solution, arrive sur ton site et toi, tu as la solution, décide d'entrer en contact avec toi en s'inscrivant en ton infolette, en remplissant un formulaire de contact, en t'appelant. Alors que sur les réseaux sociaux, ils apprennent à te connaître, puis après, ils voient comment tu peux répondre à certains besoins. Fait que c'est comme, c'est pas tout mais c'est complémentaire, c'est ça. Ouais. Donc, et je suis plus à l'aise, moi, avec ce volet-là sur les réseaux sociaux, sur Google, de qu'est-ce que les gens viennent chercher, puis après, ils apprendront à me connaître, ils vont me suivre sur mes réseaux sociaux, mais c'est quoi le problème qu'ils ont dans un premier temps? Ouais. Puis, dans le fond, tantôt, tu parlais de l'importance d'aller chercher des mots-clés avec un haut volume de recherche, puis ce qu'on appelle des tail keywords, là, fait que des mots-clés où est-ce que c'est un peu plus niché ou un peu plus... C'est les deux, en fait. Parce que, tu sais, il y a des mots-clés qui sont très, très recherchés, sur lesquels c'est quand même facile de se positionner. Oui, il y a une compétition, mais il y a beaucoup d'offres et de demandes. C'est possible. Ouais. Il y a certains mots-clés, surtout quand tu commences, que tu as un petit site, qui n'a pas d'autorité, Google l'a même pas encore indexé, c'est même pas que tu existes, ben il va falloir que tu essaies probablement de créer des contenus, puis c'est là que les blogs, les sections actualités sur un site web, nouvelles, etc. deviennent intéressantes parce que c'est là qu'on peut créer des contenus plus nichés. Donc, justement, tu sais, je vais une pièce de contenu, comment connecter ta GA4, donc la nouvelle version de Google Analytics, à ton site web, parce que en juin 2023, elle n'existera plus, l'ancienne version. C'est ultra niché, là, ça. Ouais. Là, c'est vraiment quelqu'un qui cherche une requête. La personne, elle sait c'est quoi GA4, elle veut savoir comment connecter GA4, la nouvelle version de Google Analytics. Elle n'est pas en train de se dire, j'ai entendu dire qu'il y avait comment s'appelle la nouvelle version de Google Analytics. Non, elle est plus loin là dans le processus. La pièce de contenu, elle est très, très, très spécifique. Et c'est ça que le blog permet de faire. Donc, c'est ça. Puis, mettons, quelqu'un qui veut investir dans son SEO, dans le fond, il y a beaucoup la version la notion de rédiger du contenu d'articles de blog, comme tu le mentionnais, pour répondre à des questions. Il y a l'optimisation des pages un peu plus principales de notre site web, là, les pages d'information, puis tout le kit. Mais à quel point une présence sociale sur les médias sociaux peut aider au référencement SEO pour les gens qui se poseraient la question, c'est qu'ils sont super axés sur les médias sociaux, mais qui n'ont pas encore, mettons, investi du temps à créer du contenu pour le blog ou quoi que ce soit. Est-ce que leur présence présentement sur les médias sociaux a un impact bénéfique sur... Ben oui, parce que ça amène du trafic. Puis ce trafic-là indique des choses à Google. Ce trafic-là arrive, puis combien de temps qu'il reste sur le site, il clique où? Il va d'une page à l'autre, ou il arrive sur une page, il s'en va tout de suite. Le user experience, qu'est-ce qu'il fait? Il navigue, est-ce qu'il est sur son téléphone? Est-ce qu'il est sur son ordinateur? Toute l'information qu'on va récolter. Donc oui, mais là, encore là, il faut avoir des stratégies de drive to web. Donc on est sur les réseaux sociaux, il faut avoir des stratégies pour amener les gens sur notre site puis qu'il y ait quelque chose à y faire. Pièces de contenu, donc articles de blog, vidéos à regarder. Faut qu'il fasse de quoi? On va pas juste aller sur mon site, sur ma page d'accueil, puis promène-toi, puis bonne journée, tu sais. Donc, faut que ça soit conscient, faut qu'il y ait une intention. C'est exactement là que je voulais t'amener, dans le fond. Je m'y rends. Je sais que c'est quelque chose que je vois. Souvent, c'est tout un ou tout l'autre. Fait que souvent, ce que je remarque, moi, c'est que dans les stratégies médias sociaux, les gens, soit ils essayent à toutes les publications, on essaie de renvoyer vers le site web. Puis il y a d'autres gens que, justement, on prend pas la peine d'essayer de générer du trafic. On crée uniquement du contenu qui est natif sur la plateforme.
Puis la raison pourquoi je voulais te faire parler de l'importance des médias sociaux qui génèrent du trafic vers le site web, pour moi, c'est ça. C'est que c'est important de trouver un juste équilibre entre les deux. Parce que si tu es tout le temps en train de demander à ton monde, visite mon site web pour en savoir plus, visite mon site web, les gens, ils vont se tanner. Puis si je suis en train de passer du temps sur Instagram ou sur TikTok ou sur Facebook, c'est parce que j'ai le goût de passer du temps sur cette plateforme-là, pas nécessairement aller sur ton site web. Fait que je pense que de l'autre côté, il y a des gens aussi qui font juste être actifs puis qui ne ramènent jamais de gens vers leur site web. Et c'est là que les gens ont le plus de chances de passer à l'action ou d'aller en savoir un peu plus sur ton offre de service ou quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est important que les gens comprennent cet aspect-là, que c'est pas d'aller tout le temps driver du trafic puis pas juste créer du contenu natif puis trouver ce juste équilibre-là. Puis que dans le fond, c'est de trouver une manière de donner juste assez d'informations de manière native. Puis les gens qui veulent l'information un peu plus complémentaire, un peu plus complexe, là, à ce moment-là, ils vont amener vers le site web. Toi, as-tu, dans ta stratégie à toi, comment tu gères cette notion-là? Ça se fait quand même naturellement, mais justement, en ayant une créatrice de contenu qui est experte réseaux sociaux, elle, c'est sûr qu'elle me le dit, l'algorithme va favoriser quand tu laisses les gens sur la plateforme en question. Fait que là, OK, parfait. Moi, je veux les amener là-bas. Je veux les amener sur mon site. Fait qu'un juste milieu. Donc, l'interaction va être faite dans les réseaux sociaux, bien sûr, avec tous les outils qu'offrent les réseaux sociaux, les sondages, les reels et toutes les interactions qu'on peut avoir. Mais assez souvent, pas tout le temps, mais peut-être une fois sur 4, là, je dis n'importe quoi, je l'ai pas du tout analysé, là, ça va être d'amener les gens vers mon site ou vers mon lien, mon Linktree pour aller s'inscrire à une gratuité ou aller revoir un Facebook Live qui ont peut-être manqué ou vers un nouveau service, une page d'opt-in, peu importe. Mais c'est ça, faut que ça se fasse de manière, faut pas que ça soit tout un ou l'autre, faut que ça se fasse de manière naturelle, puis faut qu'il y ait toujours une valeur ajoutée. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, puis s'il n'y a pas il y a quelque chose de supplémentaire, un petit bonus, un bonbon, les gens, pourquoi, tu sais... Pourquoi j'irais sur ton site web? Exactement. Tu sais, pourquoi j'irais sur ton site, là? Moi, comme tu dis, je suis en train de me promener sur Instagram, là, je suis dans l'autobus, donc, ouais, exactement, c'est cet équilibre-là. Puis, il y a juste un petit truc, en terminant, je mène ton entrevue, là, mais tu as dit quelque chose d'être en live, là. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que tu as dit quelque chose de tellement important, puis je veux vraiment en parler parce que, tu sais, tu as parlé de justement, tu sais, sur les réseaux sociaux, puis même sur notre site, faut créer du contenu, puis on peut pas être tout le temps en mode promotion. Puis ça, moi, d'avoir une fille comme Karine, c'est elle qui me ramène, qui dit, là, Pat, là, ça suffit, là, cette semaine, t'as trop vendu. Là, ça suffit, là. Elle dit, tu me gosses moi-même, là. Elle dit, là, on n'est plus capable. Arrête. OK. Puis oui, mais je veux évidemment donner de la valeur, mais je veux payer mon hypothèque. Fait que, tu sais, c'est un juste milieu. Puis là, elle me le dit. Puis écoute, j'ai beaucoup... Là, on est au moment qu'on enregistre, on est le 1er décembre, là. J'ai beaucoup vendu de choses. J'étais en pleine collaboration au mois d'août, septembre, octobre. Et novembre, décembre, janvier, j'ai rien à vendre. C'est 0, c'est fini. Elle me dit... Puis moi aussi, là, j'étais plus capable, mais elle me dit... Tu vas brûler ton monde, les gens vont être plus capables, ils vont comme arrête Pat, tu nous gosses. Et ça prend quelqu'un qui te le dit, et ça prend de pas avoir trop d'orgueil aussi, de faire que moi t'as raison. Être capable de dire, ouais. Sur le coup, tu sais, ça fait mal, là, tu sais, elle me dit ça, je suis comme mais à ce point-là, elle dit oui, à ce point-là, c'est trop là, arrête. C'est pas pour ça que les gens ils sont là. Oui, ils vont peut-être sortir leur carte de crédit éventuellement. Puis tu sais, moi c'est pas pour être pour profiter du monde, c'est que crème. C'est que t'es en mode projet. Puis, c'est ça, j'ai une entreprise où tu sais. Ils ont quand même de la valeur aussi pour ton audience. C'est juste que c'est un contenu qui est gaieté, là, qui est un contenu que les gens doivent payer pour y avoir accès, mais c'est quand même un contenu qui a de la valeur et qui vient répondre à. Tu viens aider les gens quand même, là, au final. Oui, quand même, mais tu sais, c'est ça. Je vais avoir un lancement, après je vais être affilié de quelqu'un, après je vais avoir ci. À un moment donné. Je me faisais offrir, tu veux être affilié? Puis là, je regardais mon agenda, je suis comme, ouais, je pourrais, mais comme dans 6 mois, tu sais. Là, j'ai tellement de promos qui s'en viennent. Ça n'a aucun sens, là. C'est ben trop, c'est trop de demander à ton monde d'être ouvert à ces propositions-là, puis ils le sont pas nécessairement. Ah, c'est vraiment un bon ajout. T'as bien fait d'ajouter ça. Rapidement, mais justement, pendant qu'on est dans le sujet de pas juste être en mode vente, t'as des gratuités aussi à offrir. Fait que je sais que t'avais un petit cadeau pour les gens qui nous écoutent. Ben oui, c'est ça. J'ai mes 3 secrets SEO, en fait, les 3
comment dire, les 3 trucs là qui ont qui ont fonctionné vraiment pour moi quand j'ai débuté même. Donc c'est des trucs accessibles pour quand on commence puis qu'on n'est pas expert. Donc c'est mes 3 secrets SEO qui sont assez faciles à trouver là sur mon site là en page d'accueil de mon site web là, c'est ça la bannière. Donc c'est assez facile à trouver. Ouais, on va mettre ça aussi dans les notes de l'épisode. Patricia, c'était vraiment un plaisir de jaser avec toi de ton take unique, je trouve, là, sur la création de contenu, tant sur le site web SEO que ta présence multiplateforme. Fait que merci vraiment beaucoup. Merci à toi, merci. Si tu t'es rendu jusqu'ici, je veux te dire merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode au complet. On sait qu'il y a une tonne de contenu sur Internet, donc que tu sois là jusqu'à la fin, ça me touche vraiment. Je vais aussi prendre le temps de remercier Isarta, qui est le commanditaire officiel du Social Show. D'ailleurs, je t'invite à aller visiter le formation.isarta.com pour voir toutes les formations en lien avec le marketing numérique, dont quelques-unes de mes formations à moi. Finalement, un autre élément qui pourrait t'aider dans ta création de contenu, c'est la machine à contenu. C'est quoi ça, la machine à contenu? C'est simple, c'est un outil que je suis en train de développer qui va vraiment t'aider à toutes les étapes de ton processus de création. De l'idéation à la gestion de tâches en passant par l'analyse des statistiques et tout l'aspect stratégique de la création de contenu. Tout ça, c'est dans un seul outil. Ça s'appelle la machine à contenu. Donc, visite machineacontenu avec un s.com pour te mettre sur la liste d'attente et pour savoir tous les détails en lien avec cet outil-là. Je ne te retiens pas plus longtemps, je te dis merci et à la prochaine.